Tu as la parole. Est-ce que vous pouvez juste arrêter vos micros? Alors, merci, chers amis, chers collègues. Surtout merci à Dr. Gbedan pour cette opportunité que vous me donnez Tu de peux pouvoir m'appeler échanger. Dodi, hein? D'accord. Dodi, oui, Dodi, pour cette opportunité que vous me donnez pour discuter des sujets d'intérêt commun. Alors, ce soir, nous allons parler de l'inclusion scolaire des élèves présentant les troubles du neurodéveloppement. Nous allons plus nous intéresser aux pratiques que mettent en place les directeurs et les enseignants des écoles primaires et préscolaires pour accueillir les élèves présentant les troubles du neurodéveloppement. Alors, voici le plan de ma présentation. Je ferai une brève problématique dans laquelle je vais définir les principaux concepts que sont les troubles du neurodéveloppement et l'inclusion scolaire. Alors, suivra le modèle théorique. Nous allons faire une brève présentation de la méthodologie et enfin présenter les résultats qui seront bien sûr discutés. Alors, actuellement, la terminologie qui est d'actualité, c'est les ODD, c'est-à-dire les objectifs du développement durable. Et le quatrième objectif du développement durable appelle les pays à assurer l'accès à tous à une éducation de qualité. Alors, lorsqu'on parle de l'éducation pour tous, il ne s'agit pas de l'éducation seulement pour les enfants tout venant. Tous voudraient dire que qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit handicapé ou non, on a droit à l'éducation. Et le constat est que depuis ces 15 dernières années, et selon l'UNESCO, les États ont fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'égalité de chances et l'équité dans l'éducation. Vous allez voir que dans la plupart des pays en voie de développement, l'éducation primaire est gratuite. Donc, les États font des efforts pour rendre l'éducation accessible à tous. Des efforts ont également été faits en ce qui concerne l'éducation des personnes en situation de handicap, parmi lesquelles les élèves présentant les troubles du neurodéveloppement. Alors, les troubles du neurodéveloppement, c'est l'objet de cette présentation. Qu'est-ce que c'est les troubles du neurodéveloppement? Selon le dictionnaire orthophonique, lorsqu'on parle de troubles du neurodéveloppement, ce sont des affections d'origine neurologique qui touchent précocement les enfants et qui ont des répercussions sur leur développement. Ces répercussions concernent les aspects cognitifs, c'est-à-dire la capacité à reconnaître, à juger, les capacités d'abstraction, de raisonnement et d'autres. Alors, les TND ont des répercussions également sur le comportement de l'enfant, sur les domaines sensoromoteurs et également sur l'inclusion sociale. Il faut dire qu'un enfant qui présente ce trouble a du mal à s'adapter à son environnement et a de grosses difficultés pour acquérir l'autonomie. Alors, les troubles du neurodéveloppement ont plusieurs causes. Si on veut classer ces causes au niveau de la dimension temps, on va parler des causes prénatales, périnatales et postnatales que vous connaissez déjà. Au niveau prénatal, c'est tout ce qui concerne les aberrations chromosomiques, comme au niveau de la trisomie 21, les infections maternelles, la consommation des drogues, de certaines substances qui ont des répercussions sur le fœtus en développement. Et en ce qui concerne les causes prénatales, il s'agit de tout ce qui concerne la naissance de l'enfant. Ça peut être une hypoxie ou bien une anorexie cérébrale. Au niveau post-natal, il peut s'agir d'un environnement peu stimulant. Il peut également s'agir des maladies comme la méningite ou comme un AVC. Alors, lorsqu'on parle de troubles du neurodéveloppement, notre étude s'est penchée sur
je peux dire, 6 de ces troubles du neurodéveloppement. Il s'agit essentiellement du trouble du développement intellectuel, la déficience intellectuelle. Et c'est un trouble qui touche le raisonnement de l'enfant. L'enfant n'arrive pas à s'adapter à entrer dans l'apprentissage scolaire. Et lorsqu'on parle de trouble du développement intellectuel, il y a plusieurs degrés. En fonction de la sévérité, la personne peut avoir une autonomie ou une scolarisation plus ou moins ralentie. Il faut dire que certains enfants présentant un trouble du développement intellectuel ne peuvent pas même être scolarisés, surtout lorsqu'il s'agit de déficiences intellectuelles profondes. Alors, le trouble du neurodéveloppement, c'est le trouble du spectre autistique que vous connaissez déjà, qui est un trouble de la cognition sociale. Donc, les enfants présentant ces troubles ont des difficultés au niveau de l'interaction sociale et de la communication. Également, ils ont des troubles du comportement. Le troisième trouble, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, ce trouble touche relativement à 4 à 5% des enfants d'âge scolaire. C'est un trouble qui apparaît précocement avant 12 ans. Et pour parler de TDAH, il faut que les difficultés de l'attention, ou les troubles de l'attention et de l'hyperactivité persistent au moins durant 6 mois. Les difficultés doivent être observées dans au moins 2 endroits où l'enfant interagit. Ça peut être au niveau de l'école et de la maison. Et surtout, il faut savoir que le TDAH, comme les autres troubles du neurodéveloppement, ont des répercussions significatives sur l'apprentissage scolaire, sur l'autonomie et sur l'adaptation de l'enfant qui le présente. Ensuite, le trouble du langage oral, que je vais plus développer comme vous êtes tous spécialistes de ce trouble. Le trouble de la coordination motrice également, qui peut entraîner des difficultés d'écriture, notamment lorsqu'un enfant présente une dyspraxie. Enfin, le trouble d'apprentissage scolaire, ça peut être la dyslexie, la dysorthographie. Il faut dire que ces troubles interagissent entre eux, c'est-à-dire un enfant peut présenter un trouble du spectre autistique et également une déficience intellectuelle. Et aussi, il y a des troubles associés que peut présenter un enfant présentant un TND, comme les troubles mnésiques, la surdité et autres. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau des TND, c'est que plus la prise en charge est précoce, meilleure est la récupération. Et la prise en charge précoce est importante pour 2 raisons. La première raison, c'est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire plus l'enfant est jeune, plus au niveau neuronal, l'enfant a beaucoup de neurones qui vont lui permettre d'avoir une récupération importante. Lorsque nous avons plusieurs neurones, et au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des neurones qui meurent, qui disparaissent. Et à l'âge adulte, on perd plus de 2 tiers des neurones. C'est pour ça que la prise en charge précoce est importante. L'autre élément, c'est au niveau du cercle vicieux qui s'installe chez un enfant présentant un TND. Alors, généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant présente un TND, lorsque les parents envoient l'interaction, bien envoient les stimuli, l'enfant présentant le TND ne va pas répondre à ces stimuli. Et quand l'enfant ne répond pas, les parents seront découragés. Et plus les parents sont découragés, l'enfant va encore regresser. Et quand l'enfant regresse, les parents seront encore découragés. Donc, vous allez voir qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe. Alors, la prise en charge va transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Concrètement, lorsque l'enfant n'interagit pas, ne répond pas aux stimuli, les parents, au lieu d'être découragés, vont encore stimuler davantage l'enfant. Et quand l'enfant est stimulé davantage, il va commencer certains élans de production qui vont encourager les parents qui vont encore mieux faire, ce qui demande la mise en place d'un accompagnement familial. Et des fois, je pense autrefois, lorsque nous recevons l'enfant, un enfant de 1 an qui ne parle pas, on va dire non, il faut revenir dans 2 mois, dans 2 ans, ou bien après 1 an. Aujourd'hui, je pense que nous sommes, nous devons vraiment arrêter cette pratique qui n'aide pas les enfants. Même à 6 mois, on peut mettre en place une thérapie indirecte en accompagnant les parents et en mettant en place des séances à temps espacé. Donc, il ne faut jamais demander à un parent dont l'enfant présente des signes précoces de revenir après 1 an ou bien après 2 ans. Alors, une prise en charge. Excusez-moi.
OK, une prise en charge précoce demande ce que les parents et les professionnels de la santé connaissent les signes d'alerte des TND. Et la figure présentée montre les principaux signes d'alerte des TND. C'est un enfant qui ne marche pas, qui est maladroit, un enfant qui ne parle pas, hein, qui a des difficultés au niveau du comportement, qui n'arrive pas à accéder à ce qui est abstrait. Et là, l'environnement a un rôle à jouer. L'environnement peut constituer un facteur d'aggravation ou d'amélioration de ce trouble. Également, l'éducation mise en place peut être un facteur déterminant. Il peut y avoir des pathologies associées qui vont aggraver le TND que présente l'enfant. Et au niveau cognitif, les difficultés vont s'observer soit au niveau du langage, au niveau des pratiques, au niveau du raisonnement, au niveau des fonctions exécutives, de la cognition, ou bien au niveau du calcul. Maintenant, en fonction de la composante cognitive qui est altérée et qui est atteinte, on peut parler soit de troubles du développement intellectuel, de TDAH ou des autres TND que vous connaissez. Alors, les TND constituent réellement un enjeu de santé publique parce que les répercussions de ces troubles sont vraiment énormes. Alors, j'ai pris le temps de comparer les TND aux autres handicaps. Un enfant qui présente un handicap moteur, cet enfant a besoin de quoi? Il a besoin des rampes, il a besoin qu'on rende accessibles les locaux et cet enfant peut réussir dans ses apprentissages. Un enfant qui a un handicap visuel, il a besoin qu'on lui donne un moyen de communication qui est le braille et cette personne va réussir. Un enfant qui présente un handicap auditif, il a besoin de la langue des signes et rapidement, il accède au savoir. Mais un enfant présentant un TND, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Un enfant présentant des troubles du comportement, un enfant qui n'arrive pas à accéder à ce qui est abstrait, un enfant qui présente de grosses difficultés de lecture, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Là, on comprend que les TND constituent un handicap vraiment complexe. Il s'agit de toute l'organisation cognitive qui est altérée et dont la réponse doit être vraiment adaptée. Nous avons constaté que dans la plupart des pays en voie de développement, comme au Togo, on assiste à une ONGification de l'éducation, c'est-à-dire les ONG qui s'occupent de tout ce qui est handicap. Et beaucoup d'actions sont mises en place pour les enfants présentant les handicaps que je viens de citer, que ce soit moteurs, visuels ou auditifs. Mais très peu d'actions sont menées en fonction des enfants présentant les TND. Or, selon Deportes, en 2020, ces troubles, les TND, touchent plus de 15% de la population. Donc, et si on ne met rien en place, les enfants vont d'échec en échec. Aujourd'hui, toute la communauté internationale pense que la meilleure manière d'éduquer les enfants présentant les TND, c'est de les intégrer dans le système général d'apprentissage, c'est-à-dire de les inclure, de pratiquer une inclusion scolaire. Alors, qu'est-ce que l'inclusion scolaire? Alors, l'inclusion scolaire, c'est de permettre à tous les élèves, sans distinction de race, d'ethnie, de situation socio-économique, de déficience, d'accéder à une école ordinaire, une école qui est dans le quartier. Et cela ne suffit pas. Il faut la transformation des pratiques éducatives pour que l'école s'adapte aux difficultés de l'enfant. Il ne s'agit pas d'emmener l'enfant à l'élève en classe sans qu'aucune mesure ne soit prise pour l'aider à accéder aux connaissances. L'éducation inclusive implique une transformation du processus enseignement-apprentissage qui vise à mettre le besoin de l'élève en première place. Alors, Rousseau, parlant de l'éducation inclusive, Rousseau va nous parler de 4 étapes au niveau du processus d'inclusion scolaire. Alors, la première étape, c'est l'intégration physique. Là, dans une école ordinaire, on a une classe spécialisée pour les enfants présentant un handicap. Là, il s'agit de l'intégration physique. L'enfant va à l'école, mais il a sa classe en part. Ça, ce n'est pas encore une inclusion. La seconde étape, c'est l'intégration sociale. Et à ce niveau, l'enfant n'est pas dans une classe spécialisée dans une école ordinaire, mais l'enfant est intégré dans une école, dans une classe ordinaire, c'est-à-dire dans une classe, l'enfant est présent.
Mais ça ne suffit pas parce que l'enfant est présent, mais ne peut pas suivre le rythme des apprentissages. Il faut arriver maintenant à la troisième étape qui est l'intégration pédagogique. À ce niveau, l'élève participe aux activités comme les autres élèves et des adaptations, des aménagements sont mis en place pour pouvoir l'aider. Et enfin, l'étape optimale de l'intégration ou bien de l'inclusion scolaire, c'est l'intégration administrative. L'enfant est intégré dans une classe ordinaire, il y a une pédagogie qui est mise en place pour l'aider, mais l'enfant participe également au sport, c'est-à-dire on fait en sorte que l'enfant puisse participer au sport, aux sorties de classe, puisse prendre le même bus, puisse bénéficier de tout ce dont bénéficient les autres élèves. Et mieux encore, on lui donne encore plus de moyens, on met encore plus de moyens parce que lui, comme il présente des difficultés, il a besoin de plus de moyens. Alors, notre étude s'est penchée sur une inclusion scolaire des enfants. L'objectif de notre étude est de déterminer le niveau de connaissance des enseignants et directeurs des écoles préscolaires primaires sur les TND et de décrire les pratiques mises en place par ces acteurs en vue de favoriser l'inclusion scolaire des élèves présentant les TND. Alors, pour répondre ou bien pour atteindre notre objectif, nous avons fait une revue de la littérature en essayant d'étudier les différents modèles d'inclusion scolaire qui sont développés par les chercheurs. Alors là, je vais vous présenter trois modèles et que je trouve très intéressants pour nous orthophonistes. Alors, le premier modèle, c'est le modèle de Lina Massé. Alors, pour Lina Massé, lorsqu'on parle de l'inclusion scolaire, il faut mettre en place 5 stratégies. La première, c'est l'acceptation et l'intégration sociale que je viens de développer, c'est-à-dire accepter que l'élève en situation de handicap vienne dans une école ordinaire, soit accepté dans une école ordinaire. L'autre élément qui est très important, déterminant pour ramasser, c'est l'enseignement des stratégies d'apprentissage et des méthodes de travail. Ça veut dire que ce n'est pas la même stratégie d'enseignement qui est utilisée. On doit utiliser une pédagogie différenciée. Et l'INA demande à ce que les enseignants qui accueillent les élèves présentant les élèves à besoins spéciaux, ils demandent à ce que ces enseignants soient formés. L'utilisation des stratégies demande la formation des enseignants. Et cette formation des enseignants va nous permettre d'atteindre la troisième étape qui est la variation des modes de regroupement. Donc, ce n'est pas il faut varier les modes de regroupement. C'est-à-dire, dans une classe, des fois, on va faire des petits groupes. Des fois, on va disposer la classe en U, des fois en cercle, pour que ces différentes variations puissent aider l'élève présentant des difficultés. Et l'avant-dernière étape, c'est l'utilisation des aides technologiques, comme l'ordinateur, comme la synthèse vocale qui permet aux élèves déficients de pouvoir accéder à la connaissance, et comme l'utilisation des supports plus visuels pour les enfants présentant la dyslexie, etc. Et enfin, l'aménagement du temps et de l'environnement, c'est-à-dire l'élève en difficulté n'a pas besoin de passer toute la journée à l'école comme les autres. Lorsqu'il est fatigué, il peut avoir un endroit qui est aménagé pour lui, pour qu'il se repose. Et aussi, il faut que la classe soit aérée, etc., etc. Alors, le deuxième modèle que je vais vous présenter, ça, c'est le modèle de Mélanie et de Nathalie. Alors, le modèle m'intéresse beaucoup parce que le modèle parle de tout ce que nous faisons en tant qu'orthophonistes. Alors, lorsqu'un enfant présente des difficultés, le premier niveau, c'est la différenciation pédagogique, c'est-à-dire l'enseignant va soumettre cet élève au même contenu, au même objectif, c'est-à-dire l'enfant est au CP2, il suit tous les cours d'un élève de CP2. En revanche, l'enseignant va pratiquer la différenciation pédagogique, c'est-à-dire l'enseignant va varier les modes de présentation, la structure. Il va plus faire appel à la manipulation, il va plus faire appel au jeu, il va plus faire appel au concret pour pouvoir aider l'élève à accéder à la connaissance. Mais c'est le même contenu, c'est le même objectif. Si l'enseignant met en place cela et ça ne va pas, la seconde étape, c'est l'accommodation. Alors, au niveau de l'accommodation, c'est le même contenu,
c'est le même objectif. L'enfant est au CP2, le même contenu, le même objectif. Cependant, l'enfant bénéficie des aides. S'il n'arrive pas à écrire, on peut lui donner un ordinateur. S'il n'arrive pas à rester tranquille, s'il est trop turbulent, on peut recruter un enseignant de scolaire qui va l'aider. Mais il a accès au même contenu, c'est-à-dire à l'enseignement de CP2. Malgré ça, si ça ne va pas, là, on met en place ce qu'on appelle la modification. Au niveau de la modification, ce n'est plus le même contenu. L'enfant est au CP2, mais au niveau de la lecture, il peut avoir un programme de lecture d'un enfant de CP1. Au niveau du calcul, il peut avoir un programme de calcul d'un enfant de CP2. Au niveau du langage oral, il peut avoir un programme de langage oral d'un élève de CE1. En fonction de ses compétences dans chaque matière, on modifie le programme à l'enfant. Et enfin, le dernier modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle dont je me suis inspiré pour mener ma recherche. Alors, ce modèle, c'est un modèle qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un modèle qui est complet. Alors, ça prend en compte 3 éléments. Et c'est un modèle développé par Rousseau. Alors, pour Rousseau, une école inclusive, dans une école inclusive, il y a 3 axes qui sont complémentaires. Le premier axe, c'est l'axe organisationnel. Alors, là-bas, pour Rousseau, une école qui a certains enfants présentant un handicap, pour que cette école soit inclusive, il faut que l'école respecte le ratio enfants à besoins particuliers par école et par classe. Je vous explique. Alors, si dans l'environnement, la prévalence d'un enfant présentant un TND dans la société est de 15%, dans une école inclusive, les élèves présentant les TND ne doivent pas dépasser 15%. De la même manière, dans une classe, les élèves présentant les TND ne doivent pas dépasser 15%. Si ça dépasse, ce n'est plus une école inclusive. Ensuite, il parle de la planification. Une école inclusive, c'est une école qui planifie, qui forme les enseignants sur les types d'handicap qui seront reçus. Et aussi, il y a le temps qui est alloué pour l'enfant. Surtout, il y a une personne qui est nommée et qui s'occupe de ce qui est coordination, c'est-à-dire qui s'occupe de rechercher des ressources, que ce soit des ressources didactiques, des ressources pédagogiques, des ressources humaines pour la mise en place de l'inclusion scolaire. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'axe relationnel. Et là, il s'agit de l'ouverture. Les enseignants doivent croire que les enfants présentant un handicap peuvent réussir. Lorsqu'ils ont cette confiance, lorsqu'ils ont cet espoir, ces attitudes et ces croyances, c'est à ce moment qu'ils vont les aider à réussir. Et enfin, le troisième axe, c'est la pédagogie différenciée. C'est ce dont j'ai déjà expliqué au niveau du modèle de Massé. Alors, nous nous sommes posé les questions suivantes pour mener notre recherche. Quelles sont les connaissances et pratiques des enseignants et directeurs des écoles préscolaires et primaires? Est-ce que ces connaissances et pratiques favorisent l'inclusion scolaire des élèves? Alors, 3 questions spécifiques ont été posées. La première, quel est le niveau de connaissance des enseignants? La deuxième question, quelles sont les organisations qui sont mises en place par les écoles qui accueillent les élèves présentant les TND? Et enfin, quelles sont les pratiques de classe? Qu'est-ce que les enseignants font en classe pour aider les élèves présentant les TND? Donc, première question, quelles sont les connaissances? Deuxième question, qu'est-ce que l'école fait? Et troisième question, qu'est-ce que l'enseignant fait en classe? Alors, nous avons des réponses provisoires qui sont des hypothèses. Alors, notre étude a été réalisée dans la région au Togo, dans la région du quartier de Grand Lomé, et nous sommes intéressés aux enseignants des écoles préscolaires primaires. Alors, pour déterminer le niveau de connaissance des enseignants sur les TND, nous avons utilisé un questionnaire que nous avons administré à 92 enseignants et directeurs. En ce qui concerne l'organisation mise en place dans les écoles, nous sommes intéressés à 8 directeurs avec lesquels nous avons mené un entretien semi-dirigé. Et enfin, en ce qui concerne les pratiques de différenciation pédagogique, nous sommes intéressés aux enseignants qui reçoivent ou bien qui ont dans les classes des élèves présentant les TND. Nous avons utilisé une grille d'observation. La technique a été une observation non participative. Alors, quels ont été nos résultats?
D'abord, il faut dire que nos résultats vont être présentés sur trois volets. Le premier volet, c'est la connaissance. Le deuxième volet, c'est l'organisation mise en place par les directeurs. Et enfin, les pratiques des enseignants. Alors, il faut dire que la plupart des enseignants interrogés ont un diplôme professionnel pour enseigner. Seulement, ou bien, plus de 77% des enseignants interrogés n'ont pas été formés sur les troubles du neurodéveloppement. Donc, la plupart n'ont pas été formés. Il va sans dire que leur niveau de connaissance sur les TND est vraiment faible, très faible. Donc, les enseignants ne connaissent pas dans la plupart des cas les différents TND. La déficience intellectuelle est connue seulement par 39,10% des enseignants. En ce qui concerne les troubles comme le TDAH, le TSA, la dyscalculie ne sont même pas connus par les enseignants. Le terme même n'est pas connu. C'est ce qui explique le fort taux de, pas de réponse. Donc, sur notre questionnaire, il y avait la définition, tu devais définir et tu pourrais aussi dire que tu ne connais pas. Donc, la plupart des enseignants ont affirmé ne pas connaître ces troubles. Alors, si les enseignants ne connaissent pas les manifestations et les définitions de ces troubles, qu'en est-il des pratiques de prise en charge? Là, nous avons posé la question aux enseignants pour savoir s'ils connaissent les pratiques qu'on doit mettre en place face à un élève présentant un TND. Et là, nous avons été surpris parce que les enseignants ont une connaissance mitigée. Ils connaissent quand même certaines pratiques. Alors, les enseignants pensent que ce n'est pas bien de mettre un élève présentant un handicap cognitif en face de la porte ou de la fenêtre parce qu'il sera distrait. Et aussi, ils pensent qu'on doit utiliser, et les enseignants, 89,1% des enseignants pensent que face à un enfant présentant un handicap cognitif, l'enseignant doit utiliser des jeux, du matériel concret, des supports visuels pour pouvoir aider ses élèves. Aussi, beaucoup d'enseignants pensent que malgré que l'enfant présente un handicap cognitif, ce n'est pas bon de le ramener dans une classe inférieure. Donc, on peut dire que les enseignants connaissent un tant soit peu les pratiques qu'on doit mettre en place face à un élève présentant un handicap cognitif. Alors, en ce qui concerne le trouble du langage oral également, nous avons constaté que 83,7% des enseignants pensent que lorsqu'un enfant présente un trouble de la communication, l'enseignant doit soutenir son langage ou sa position verbale par des gestes, des mimiques pour aider l'élève à comprendre. Il faut dire qu'un nombre relativement moins important d'enseignants pense que l'élève, ou bien l'élève, oui, un enfant doit suffisamment acquérir le langage avant de le scolariser dans une école ordinaire. Alors, c'est la même chose au niveau du bégaiement, au niveau des troubles de la lecture, au niveau également du trouble du calcul. On constate que la connaissance des enseignants est mitigée. Les enseignants connaissent certaines pratiques, mais pas toutes. Alors, je vais continuer. Alors, j'ai croisé le niveau de connaissance des enseignants et la formation reçue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peu d'enseignants qui ont été formés, mais j'ai voulu savoir, est-ce que les enseignants qui ont été formés, ces enseignants connaissent mieux les TND que ceux qui n'ont pas été formés? Alors là, regardez la figure que je présente. La première figure, vous allez voir que les enseignants qui ont été formés, c'est ça qui est en bleu. Les enseignants qui ont été formés, c'est en bleu. Ceux qui n'ont pas été formés, c'est ça qui est peut-être en rouge. Alors, au niveau de la déficience intellectuelle, vous allez voir que bleu, la coupe bleue dépasse, le graphique bleu dépasse le graphique rouge. Vous allez voir que les enseignants qui ont été formés connaissent mieux la déficience intellectuelle que ceux qui n'ont pas été formés, ce qui est logique. La même chose au niveau de tout discours autistique. Vous allez voir que les enseignants qui ont été formés connaissent mieux ces troubles que ceux qui n'ont pas été formés. En revanche, au niveau du TDAH, on remarque que les enseignants qui ont été formés ne connaissent pas mieux ce trouble. C'est carrément le contraire. Les enseignants qui n'ont pas été formés connaissent mieux le TDAH que ceux qui n'ont pas été formés. La même chose au niveau du bégaiement. Les enseignants qui n'ont pas été formés connaissent mieux ce trouble que ceux qui n'ont pas été formés, ceux qui ont été formés. Alors, ça montre qu'il n'y a pas de lien. Mon étude ne montre pas de lien entre la formation reçue et la connaissance des TND.
Je vais rapidement continuer avec la seconde partie de mes résultats. Et cette partie concerne l'organisation mise en place par les écoles qui accueillent les représentants des TND. Alors, sur 8 directeurs que nous avons interrogés, seulement un directeur, c'est-à-dire une école, a mis en place une organisation particulière pour accueillir les élèves présentant les TND. Donc, c'est seulement une école qui a mis en place une organisation particulière. Donc, dans les 7 autres écoles, rien n'est mis en place de manière particulière pour accueillir les élèves présentant le TND. Enfin, la dernière partie de mon résultat concerne les pratiques. Alors, sur 15 élèves présentant les TND, au niveau des pratiques, nous avons observé, nous sommes allés dans les classes pour observer ce que les enseignants ont mis en place. Et ensuite, nous avons mené un entretien avec les enseignants après l'observation. Alors, sur 15 élèves présentant les TND, seulement 7 enseignants ont mis en place une relative différenciation pédagogique. Je dis bien relative, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment ça. Mais au moins 7 ont quand même des yeux plus regardants envers les élèves présentant les TND. Mais c'est seulement un enseignant qui a mis en place une réelle différenciation pédagogique, c'est-à-dire qui s'occupe réellement de manière particulière d'un élève présentant les TND. Alors, au niveau de la différenciation pédagogique, nous avons 2 aspects. Il y a l'environnement physique et l'adaptation pédagogique. Lorsqu'on parle de l'environnement physique, c'est la position de l'enfant dans la classe, c'est la manière dont la classe est disposée pour favoriser l'inclusion de cet élève. Alors, sur les 15 élèves, aucun ne bénéficie d'un environnement physique aménagé de manière adaptée. Il faut dire que nous avons quand même constaté que les classes préscolaires, les écoles préscolaires, les classes sont plus inclusives que les classes des écoles primaires. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? Dans les classes, dans les maternelles, dans les classes des écoles maternelles, il y a différentes organisations qui sont mises en place. Des fois, il y a des groupes de travail, c'est-à-dire les enfants sont mis en petits groupes. Sur une table, une petite table, il y a 5 chaises, mais 6 chaises. Alors, des fois également, il y a la position de cercle qui est mise en place. Les élèves sont en cercle, des fois en demi-cercle. Alors, ces différentes organisations physiques permettent une meilleure inclusion de l'enfant présentant un TND. En revanche, dans les classes des écoles primaires, on constate que c'est la disposition frontale, c'est-à-dire que le monde est assis face au tableau. Donc, cela ne permet pas une réelle inclusion des élèves. En ce qui concerne les adaptations pédagogiques, il y a certains élèves qui bénéficient des auxiliaires de vie scolaire dans les classes. Ce que nous avons constaté, malgré qu'il y a des AVS, il n'y a pas en revanche une réelle collaboration entre les AVS et les enseignants. Il n'y a pas une réelle collaboration. Et les AVS sont payés par les parents. Et des fois, les AVS sont considérés comme des personnes étrangères à la classe. Et les enseignants ne sont plus trop impliqués pour aider l'élève en difficulté lorsque celui-ci a un AVS. Au niveau de la présentation, il y a certains élèves qui bénéficient d'une présentation particulière. Par exemple, il y a un élève, lui, on lui a donné un cahier spécial. Et comme l'enfant a de grosses difficultés d'écriture, il n'a pas le même cahier que les autres élèves. Il a un cahier spécial plus large qui lui permet de mieux écrire et sans difficulté, avec moins de difficulté. Et aussi, j'ai constaté que certains enseignants reviennent sur certains cours. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de faire, par exemple, les cours sur l'écriture, comment écrire les lettres, alors lorsque certains élèves présentent des difficultés, l'enseignant revient sur les BFA, sur les prérequis, avant d'aller à ce qu'il est en train d'enseigner. Donc, ils prennent en compte quand même les difficultés des élèves. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de nos résultats? Comme je l'ai dit tantôt, nos résultats ont 3 grandes parties, sont scindés à 3 grandes parties. La première partie, c'est le niveau de connaissance des enseignants. Alors, en ce qui concerne les manifestations de TND, les enseignants ont un faible niveau de connaissance, en résumé. En revanche, en ce qui concerne les pratiques de prise en charge, le niveau de connaissance des enseignants est hétérogène. Alors là, lorsqu'on va plus loin, on va constater que les enseignants connaissent les pratiques qui varient
aussi bien pour les enfants présentant les TND que pour les enfants ordinaires, pour les élèves ordinaires. C'est pour ça qu'il y a certaines questions, par exemple, même lorsque l'enfant ne présente pas de difficultés, l'enseignant est supposé soutenir son langage avec des mimiques, avec des gestes. Lorsque l'enfant ne présente pas de difficultés, l'enseignant est tenté de ne pas le mettre devant la porte pour que l'enfant ne soit pas distrait. Donc, il n'y a pas de connaissances spécifiques en ce qui concerne les pratiques mises en place pour les élèves qui ont besoin d'aménagement. C'est bon, oui, merci. Alors, donc, notre première hypothèse est confirmée, selon laquelle les enseignants peuvent niveau de connaissances sur les TND est confirmée. En revanche, notre deuxième hypothèse, en ce qui concerne l'organisation mise en place, elle n'est pas confirmée. Nous avons dit dans notre hypothèse qu'aucune école n'a mis en place une organisation particulière. Alors que notre recherche, notre étude nous a permis de constater qu'au moins une école, quand même, sur 8, a mis en place une organisation particulière. Et enfin, en ce qui concerne les pratiques de différenciation pédagogique, un enseignant réellement ces différenciations pédagogiques et ces enseignants pratiquent tant soit peu ces différenciations pédagogiques. Alors, nous avons confronté nos résultats aux études antérieures. Alors, en ce qui concerne la connaissance sur les TND, Azindie a mené une étude en 2020 au Togo sur la connaissance des professeurs de la santé sur les TSA. Et il a constaté que les professionnels de la santé ont un faible niveau de connaissance sur les TSA. Aussi, Grinche en France a mené une étude en 2014 qui a montré que les enseignants ont un faible niveau de connaissance sur la dyslexie. Et enfin, Mangin, toujours en France, en 2023, a montré que les enseignants manquent d'informations sur les troubles du langage oral. Alors, pour ces trois auteurs, la méconnaissance des TND serait due à un manque de formation. Or, notre étude n'a pas montré de lien positif entre le niveau de connaissance des troubles et la formation reçue. Alors, nos résultats corroborent avec ceux de Ndikou Massabo, qui a montré en 2018 que la formation reçue par les enseignants des classes inclusives n'a pas d'effet sur leur conception, sur l'inclusion scolaire et sur le handicap. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que la formation reçue n'a pas de lien sur le niveau de connaissance et la conception? Alors là, on va se contenter de ce que les ARADI, nos ASA collaborateurs, en 1997, ont montré que les formations de courte durée n'ont pas de lien significatif sur la connaissance et sur les pratiques. Alors, pour les arts, les formations, les sensibilisations que font les ONG, les professionnels de la santé, les orthophonistes même, les sensibilisations que nous faisons de quelques jours ou bien de quelques heures n'ont pas de lien, n'ont pas d'effet significatif sur le niveau de connaissance des acteurs sur les TND. Alors, notre deuxième niveau de résultat concerne l'organisation mise en place. Et notre étude a montré que la plupart des enseignants ne mettent pas en place une organisation particulière pour accueillir les élèves présentant les TND. Or, selon l'amoureux, c'est au directeur d'école, c'est à la direction d'école de mettre en place des adaptations pédagogiques. Donc, au niveau, cela montre que nous, orthophonistes, lorsque nous allons dans les écoles pour sensibiliser, il faudrait vraiment que nous sensibilisons les directeurs d'école parce que c'est eux qui sont les premiers acteurs de tout ce qu'on doit mettre en place face à un élève présentant un TND. Et enfin, le troisième niveau de nos résultats, c'est la différenciation pédagogique. Et là, nous avons constaté que la plupart des enseignants ne mettent pas en place des dispositions particulières pour aider les élèves présentant les TND. Et cela va entraîner quoi? Il va ça dire que l'élève en difficulté va s'adapter à la classe, alors que c'est à la classe de s'adapter à l'élève. Et bien nous dira que le coût que doit payer l'élève qui a un handicap, lorsqu'on lui demande constamment de se conformer au nombre de la salle de classe et des autres élèves, est trop élevé pour que ces pratiques continuent d'être tolérées dans notre société. Et pour Yovogan, le fait que les enseignants ne pratiquent pas la différenciation pédagogique, cela s'explique du fait qu'ils ne sont pas formés et ils méconnaissent cette pédagogie. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de l'étude que nous avons faite. Et il y a deux éléments importants
que nous devons retenir, c'est que toutes nos sensibilisations, nos formations que nous donnons pendant quelques heures sont vraiment inefficaces. Et aussi, dans de nombreux pays, nous recevons des statistiques sur le nombre d'élèves handicapés dans les classes. Et ces statistiques sont souvent données par les enseignants. Or, notre étude a montré que les enseignants ne connaissent pas les manifestations des troubles du neurodéveloppement. On se demande comment est-ce qu'on peut identifier un élève lorsqu'on ne connaît pas les manifestations de ces troubles. Alors, comme perspective, nous pensons que nous devrions mener d'autres études sur les attitudes des enseignants. Parce que notre étude s'est seulement penchée sur l'organisation mise en place et les pratiques des enseignants. Or, selon Rousseau et Bélanger, les attitudes des enseignants ont un grand rôle à jouer en ce qui concerne l'inclusion scolaire. Chers collègues, chers amis, je vais finir avec cette citation que j'aime beaucoup. Alors, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Aujourd'hui, les études ont montré que chacun a son degré d'intelligence. Et la condition est très grande. D'autres ont une intelligence manuelle. Certains une intelligence l'ivresse. D'autres, c'est le calcul. Chacun a sa manière de s'adapter à son environnement. Mais nos systèmes éducatifs en Afrique sont faits de telle manière qu'il y a une seule voie à suivre. Et les élèves qui n'arrivent pas à suivre cette voie, même s'ils sont intelligents, ils ne peuvent pas réussir leurs apprentissages scolaires. C'est pour ça que nous, en tant qu'orthophonistes, spécialistes du langage et de la communication et des apprentissages scolaires, nous sommes appelés à sensibiliser nos communautés pour que les élèves présentant les troubles du neurodéveloppement constituent une réelle préoccupation de nos États pour que les mesures soient prises pour pouvoir favoriser leur réelle inclusion scolaire. Voilà un peu ce que j'aimerais présenter avec vous ce soir et je suis ouvert à vos questions, remarques et inquiétudes. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour ta brillante présentation. Alors, chers collègues, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai, mais je vous laisse poser vos questions avant de poser les miennes. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Ouais, ici. Bon, comme personne ne pose de questions, vous pouvez l'écrire aussi, hein. Il y a quelqu'un qui cherche son chargeur. Oui, Edith. Oui, j'aimerais poser une question. Allez-y. Merci à M. Toyon pour sa présentation. Merci pour le sujet qui est assez intéressant et dont l'étude démontre les réalités que vivent les enfants présentant un trouble du neurodéveloppement. Alors, ma question est celle-ci. Après cette étude qui a été réalisée et celle qui est projetée sur les attitudes des enseignants, est-ce que des actions concrètes ont été menées par M. Etoyon dans le but d'améliorer le constat fait? Merci. Je reprends en même temps ou bien on attend les questions? Monsieur le modérateur. Je peux répondre en même temps. D'accord. Et merci beaucoup. Ça va t'éteindre. Je suis en réunion. Vas-y, Emmanuel. Merci beaucoup, cher collègue Edith, pour votre question. Tu Qui est veux. une question très pertinente. Alors, le constat nous a permis, bon, d'abord, l'inclusion scolaire, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Alors, après Pardon, vous trois dans ma chambre, je ne veux pas sortir. Laissez. S'il vous plaît, quand vous n'avez pas la parole, désactivez le micro. Merci. Alors, je disais qu'après le constat, il faut mettre en place il faut mettre en œuvre des actions. Et pour être franc, je peux dire qu'il n'y a pas encore d'action qui est mise en place, mais il y a des projets d'action qui naissent. Pour le moment, on n'a pas encore mis en place des actions concrètes, mais il y a des projets d'action qui naissent. Et là, pour continuer, je peux dire que même avant de faire l'étude, avec M. Bédan et M. Hamza et d'autres, nous avons mis en place déjà une école inclusive à Lomé
qui permet de recevoir les élèves présentant les TND et les élèves tout venant. Donc, au-delà de cette étude, nous avons une structure à Lomé et qui accueille les élèves présentant les TND et les élèves tout venant. Et il y a un plan d'intervention qui est mis en place pour pouvoir aider ces élèves. Bon, mise en place là, il faut sensibiliser, il faut continuer les actions de sensibilisation. Et bientôt, il y aura des actions qui vont être faites. Mais il faut dire aussi que le grand travail revient aux États, en fait. Le grand travail revient aux États. Notre action au niveau de l'État va toujours être de plaidoyer pour que l'État prenne conscience de cela. Parce que tout ce que les ONG font, si l'État ne prend pas conscience, les ONG réalisent les projets, mais quand ces ONG n'ont plus de financement, c'est fini, tu pars à l'eau. Donc, si l'État prend conscience et met en place une activité, parce que l'État ne meurt jamais, dans l'État, il y a une continuité. Donc, notre travail serait toujours un plaidoyer au niveau de l'État pour que l'État prenne conscience des difficultés que présentent les enfants présentant les TND et que des actions soient mises en place pour pouvoir les aider. Alors, pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, la plus grande décision, c'est au niveau des États, hein. L'État ne meurt jamais, donc possibilité de continuer. Dans les autres pays, comme en France, par exemple, tout enfant qui présente un handicap est notifié par une structure de l'État, ce qui permet à cet enfant d'être orienté vers les structures adaptées et aussi avec des documents de préconisation qui préconisent les adaptations à mettre en place pour ces enfants-là. Donc, tant que l'État préconise cette adaptation, les écoles sont obligées de suivre. Et dans nos pays, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que, voilà, non seulement ces enseignants ne sont pas formés, mais il n'y a pas de directive au niveau supérieur qui puisse leur permettre de respecter en quelque sorte les préconisations et les difficultés de ces enfants. D'autres questions? Edith, c'est tout ou tu as d'autres questions? Oui, 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 une autre question. En oui. fait, je comprends parfaitement parce que les réalités dans nos pays africains sont presque identiques. Il faut agir au niveau de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si je reste dans la logique que l'École nationale des auxiliaires médicaux, l'école d'orthophonie est quand même implantée au Togo, ça fait 20 ans, et qu'il y a un nombre quand même important par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, un nombre important d'orthophonistes. Je me pose la question de savoir, est-ce que une collaboration ou un partenariat a été mis en place avec les structures de l'État, particulièrement les ministères de l'Éducation, pour pouvoir quand même déjà intégrer progressivement des données, puisque les enseignants sont formés pendant les vacances ou juste avant la rentrée. Est-ce que dans ces programmes de formation, des actions ne peuvent pas être entreprises dans le but d'impliquer les orthophonistes ou les personnes ressources qui pourraient non seulement contribuer en donnant des modules de formation, c'est vrai que dans le travail présenté par M. Etoignon tout à l'heure, il a notifié que même les enseignants formés ne, ne connaissent pas véritablement les TND. Alors, est-ce qu'en mettant chaque année en place dans les programmes de formation des enseignants, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer un tant soit peu cette connaissance-là et changer les mécanismes de fonctionnement? Merci. Je pense que c'est tout à fait des pistes, hein. C'est tout à fait des pistes à explorer. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à remercier Dr. Bédam pour cette opportunité. Je pense que ce que vous dites est vraiment pertinent et je pense que ce sont des choses à déverser au niveau de notre association des professionnels du Togo pour que un partenariat soit mis en place avec les structures étatiques. Parce qu'il y a beaucoup de formations quand même qui se font pendant les vacances et même des ONG font des formations sur l'inclusion scolaire. Mais on n'appelle pas les orthophonistes, on appelle des gens qui se disent experts. Hein? Bon, mais sans toutefois
sans connaissent vraiment expertise. ce que c'est que le TND. Donc, actuellement, mais il y a une formation en vue au Togo. Il y a des experts qui ont été sollicités, qui vont assumer cette formation, alors que les orthophonistes, même s'ils ne sont pas très experts, mais ils ont quand même leur mot à dire. Donc, je pense que ce sont des pistes à explorer, hein, avoir des partenariats avec les structures étatiques et les ONG pour pouvoir, un temps soit peu, former les enseignants, ne serait-ce que dans les vacances, pour que au moins cette formation puisse permettre une identification également, la mise en place des actions ou bien une pédagogie différenciée face aux élèves présentant les TND. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs actions, mais qui sont des actions comme des gouttes d'eau dans la mer. Déjà en 2011, Emmanuel et moi, Palimé, on avait déjà instauré dans la région des plateaux la formation des instituteurs. Mais comme il a dit, c'est une formation d'une semaine. Est-ce suffisant? Est-ce qu'il y a un suivi? Donc, c'est des actions qui n'ont pas perduré dans le temps. Donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des données, c'est ce qu'il nous faut aussi, des données qui prouvent que, voilà, le besoin est important, le besoin est pressant et il faut y aller. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'organise et se mobiliser vers les États, vers les décisionnaires pour que voilà, ça puisse avancer, quoi. Ok, je vous remercie. Merci, Edith. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai quelques questions. Oui, Prince. D'abord, merci à Monsieur Emmanuel pour cette brillante présentation. Et une Donc, minute, excusez-moi, monsieur, mesdames, il y a les gens qui sont à la porte qui demandent à accéder. Ah, ils Est-ce étaient que où? C'est bizarre, je les vois pas, moi. Attends, je vais les chercher. D'accord. Ok, allez-y, Prince. ok, donc la présentation était vraiment brillante. J'ai beaucoup aimé. Sûrement, le modèle sera implémenté ici au Gabon prochainement. J'ai trouvé aussi qu'au niveau des résultats, c'était très bien détaillé. Donc, ça nous a permis de réduire le nombre de questions qui vous étaient destinées parce que vous avez quand même expliqué les différentes corrélations et quand il n'y en avait pas, à nous les décrire. Bon, j'ai cependant deux questions qui m'intéressent. La première est en lien directement avec la présentation. Donc, ce sont le modèle théorique, le modèle de Mélanie Paré et Nathalie. Vous dites, j'ai pas compris. Je pense que Prince, il a perdu la connexion. Bon, on le laisse revenir. Je pense qu'il a un souci de connexion. En attendant, Prince, s'il y a d'autres questions, oui, Mbedi, Monsieur Mbedi. Alors, chez moi, il ne s'agit pas de questions, mais juste des apports pour aller pratiquement dans le sens de son étude, si c'est possible. On t'écoute. Alors, d'accord. La question de l'intégration Euh, Très mal. Je ne sais pas si les autres entendent, mais l'inclusion scolaire difficile à assimiler, moi je dirais, allô? oui, là, ça va mieux. D'accord. Alors, je disais la question de l'inclusion scolaire est une question difficile à assimiler parce que déjà, et dans les écoles africaines, bon, je prends le cas du Togo, de la Côte d'Ivoire que je connais très bien, il n'y a pas encore l'éducation inclusive. Non, pas encore. En revanche, on trouve cela très bien dans les écoles françaises ici en Côte d'Ivoire. Ça se passe très bien lorsque l'enfant est en difficulté. Et on voit qu'il y a des adaptations qui permettent vraiment à l'enfant d'évoluer comme les autres. Quand je prends le cas des enfants dyslexiques, voilà, on ne demande pas, par exemple, à un enfant dyslexique d'aller lire publiquement. Non. On ne va pas demander à l'enfant dysorthographique de faire une longue dictée. Et non, on lui proposera un test à trous, par exemple.
Et même en ce qui concerne l'adaptation dans la classe, les histoires d'AVS et autres, tout passe bien dans les écoles françaises. Dans les écoles à programme voilà, national, c'est un peu difficile. Déjà à cause de notre façon de voir le handicap. Vous voyez, et par exemple, les parents ici n'aiment pas mettre leur enfant à côté d'autres enfants en difficulté. Je vous donne l'exemple d'une maman, par exemple, qui a dit elle a été choquée de voir dans la classe de son enfant un enfant qui a un trop plus lourd que celui de son enfant. Donc, elle ne veut pas que son enfant copie le modèle de l'enfant qu'elle voit peut-être en difficulté. Alors, je me suis demandé, et si tous les autres parents d'enfants ordinaires pensaient la même chose que toi, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'enfants en difficulté de la classe et tes parents aussi n'allaient jamais accepter que tes enfants en difficulté viennent. Donc déjà, notre conception du handicap fait que même si nous acceptons l'éducation inclusive, ça sera très difficile à mettre en place dans un premier temps. Donc c'est quand même une grande lutte à faire. Les sensibilisations, oui, ça passe. Son étude a montré que les formations et la sensibilisation que nous faisons n'ont pas assez d'impact. Cela a de l'impact, cela a de l'impact, mais cela revient maintenant dans la volonté de mettre en application tout ce que nous donnons aux enseignants. Si je reviens toujours dans le cas des écoles françaises, il y a des enseignants qui s'opposent carrément à mettre en place une quelconque adaptation parce qu'ils disent que c'est trop facile, que c'est trop facile de donner un programme allégé, par exemple, à un enfant dyslexique, de donner un programme allégé à un enfant qui se dit DI, parce que, assurez-vous, lorsqu'on donne un contenu adapté, ces enfants en difficulté là se retrouvent avec de grosses moyennes, des 18, des 17, alors que les enfants ordinaires ne trouvent même pas 12. Donc, ça embête ces internes et donc ils refusent de mettre en place les propositions d'adaptation. Voilà un peu l'apport que je voudrais faire et puis qu'est-ce que j'avais noté. Et voilà aussi concernant la différence que vous avez notée entre les enseignants formés et ceux qui ne sont pas formés en ce qui concerne la connaissance des groupes sur le terrain. En fait, quand on parle de la formation, il faut savoir et faire la part des choses. Bien entendu, certains enseignants ont été formés peut-être dans l'école de formation pour devenir enseignants. D'autres, par la curiosité, ont appris la chose sur le terrain. Actuellement, il y a de l'Internet, donc facilement, on peut avoir de l'information, plus que la personne même qui est allée à l'école. Donc, je pense qu'on aurait pu quand même, je ne sais pas si ça faisait partie de ton questionnaire, vérifier si, à part la formation à l'école, si eux-mêmes n'ont pas eu l'occasion de vérifier le thème dans d'autres circonstances. Voilà. Donc, c'était juste la petite contribution. Déjà, merci déjà pour le sujet. Moi, ça m'intéresse. Déjà, ça me donne des idées parce que c'est très intéressant. Il faudrait qu'on touche sur les autorités au niveau national pour pouvoir faire des choses pour les enfants. Merci beaucoup. Merci, Alors, Monsieur Nwedi. Emmanuel, tu as des réponses? Bon, il n'y a pas réellement de questions, mais... ouais, je tiens à le remercier et pour sa contribution. Je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a du travail à faire, même au niveau des enseignants, parce que les enseignants, pour eux, le but de l'éducation, c'est d'avoir une bonne note et c'est les notes qui déterminent les compétences de l'enfant. C'est pour ça que, comme l'a dit M. Oumbedi, il y a certains enseignants qui n'aiment pas mettre en place les adaptations. C'est pour cela que les formations sont très importantes. Alors, parlant de formation, l'étude, en fait, pas seulement mon étude, hein, deux études, lorsque j'ai vu dans la revue de la littérature, on dit que pour réellement une réelle inclusion scolaire, ce n'est pas une sensibilisation qui va permettre une réelle sensibilisation, une réelle inclusion scolaire. Il va falloir que les modules d'inclusion scolaire soient intégrés au programme général de formation des enseignants. Et je ne sais pas dans les autres pays comment, ce qu'il y en est, mais au Togo, lorsque les enseignants sont formés pendant 2 ans à l'école normale, il n'y a pas de module sur l'inclusion scolaire ni sur les troubles du neurodéveloppement. Alors, au lieu qu'on fasse des sensibilisations, l'idéal, c'est que ces modules soient intégrés à la formation générale des enseignants. Et là, lorsque ces modules sont intégrés à la formation générale des enseignants, vous allez voir qu'ils auront plus de notions. C'est comme nous, orthophonistes. Aujourd'hui,
parce qu'on a été enseignant, on a été formé. Au niveau des troubles du langage, on a des réponses claires et adaptées. En revanche, si c'est seulement on reçoit des modules de désensibilisation, on n'aura pas les mêmes expertises, le même expertise sur les troubles du langage. C'est ce que je voudrais ajouter. Ça ne veut pas aussi dire que les orthophones ne doivent pas faire des sensibilisations. Lorsqu'on reçoit un enfant qui présente des troubles du langage, le minimum qu'on puisse faire, c'est d'aller à l'école, rencontrer son enseignant, faire des sensibilisations et aider à ce qu'on mette en place quand même les adaptations face à cet élève. Mais il faut toujours savoir que c'est un processus. La vie, c'est une dynamique. On ne va pas attendre quand même que nos états vont se lèvent. Non. Il faudrait que nous, chacun à son niveau, fasse sa part. Chacun à son niveau puisse sensibiliser, puisse agir en attendant l'état. Donc, il ne faut pas aussi dire que bon, on va attendre l'État, c'est à l'État de mettre en place l'inclusion scolaire. Non. Chacun doit faire au moins sa part. Voilà ce que j'avais à ajouter. En fait. Ok. Prince, si tu peux revenir sur ta question et après on va prendre Aboubakari. Le micro est désactivé, Prince. Ah, merci, merci. Donc, je disais, la première question était liée à la formation. Donc, lorsque j'ai entendu parler du modèle de Mélanie Paré et Nathalie sur la modification, au niveau de la modification avec les objectifs et critères de réussite personnalisés. Donc, moi, il m'a paru à ce niveau que l'enfant bénéficiait d'un programme un peu spécial qui lui permettait, en fonction de ses capacités, de valider certains acquis. Mais il n'est pas, en fait, dans le même circuit que les autres. Donc là, je me demande exactement, enfin, peut-être que j'ai mal compris, mais est-ce que nous sommes toujours dans un niveau d'inclusion? Parce que là, j'ai plus l'impression que l'enfant est dans une thérapie où, en fonction de ses capacités, on, euh, on choisit des objectifs qui soient peut-être réalistes à son niveau. Et en fonction de ça, on lui attribue des critères de réussite, tandis que les autres sont dans des standards différents, justement, parce que les enfants tout venant sont toujours dans une ligne standard et des attentes un peu différentes si lui il a son projet personnalisé. Donc, si tu peux revenir sur cet aspect pour la première question, ensuite je vais envoyer la deuxième. Alors, au niveau de la modification, c'est-à-dire que l'enfant ne suit plus le programme qui est destiné à la classe. L'enfant ne suit plus le programme qui est destiné à la classe. Le programme est adapté aux capacités et aux difficultés de l'enfant. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on prend un enfant qui présente de grosses difficultés en lecture ou même de grosses difficultés en calcul, il y a ces enfants, malgré tout ce qu'on fera, ces enfants ne vont pas pouvoir apprendre par cœur les tables de multiplication. Donc, on ne va pas attendre que l'enfant apprenne les tables de multiplication pour aller à la classe supérieure. On ne va pas, parce qu'à cause du calcul seul, garder l'élève dans la même classe pendant 5 ans, pendant 10 ans. Parce que lui, son niveau cognitif ou bien ses compétences cognitives ne vont pas lui permettre de réussir malgré tout ce qu'on fera. Et là, il faut procéder à la modification, c'est-à-dire l'enfant suit les autres cours, mais ce qui est calculé là, on lui propose des activités très basses. Donc, on modifie son programme en fait. Je ne sais pas si tu as compris, si j'ai essayé de le dire. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. C'est l'idée que j'avais de départ. Et donc, comme tu as réexpliqué, j'ai aussi encore mieux compris. Sauf que, bon, comme c'est un modèle, il y aura toujours quand même des petits points à critiquer sur un modèle. Donc, je trouve quand même que si l'enfant est dans une, une scolarité inclusive, lorsqu'on part d'abord sur l'adaptation avec le contenu, les processus, là, ça me paraît encore logique de modifier Non, en fait, la la façon motivation, dont on prétend soit accessible. non, Mais elle est si on très change, importante. Parce que, par exemple, oui, moi, je reçois beaucoup d'enfants du lycée français à qui je demande des aménagements. Alors, dans les aménagements que j'ai demandé, par exemple, pour un élève qui doit passer le bac, j'ai demandé pour le français, au lieu de 4 livres, donc pour lui, j'ai demandé 2 livres, en fait. Alors, pour les épreuves,
j'ai demandé à ce qu'au niveau de l'épreuve orale, on puisse permettre de faire une préparation au niveau de l'écrit et que ça ne soit pas la même évaluation. Là, ce sont des choses que nous pratiquons déjà hein, au niveau de la modification. Ou bien des fois, tu demandes à ce que pour un élève à l'examen, qu'au lieu de cinq questions, on puisse lui poser seulement 3 questions. Donc, on modifie au fait le programme parce qu'on sait que lorsqu'on va lui donner le même objectif, il ne pourra pas réussir. Ses compétences cognitives ne lui permettent pas de réussir. Donc, on est obligé de modifier le programme, surtout pour les enfants même présentant une déficience intellectuelle. Aujourd'hui, en France, j'en reçois qui ont un bac, les enfants avec déficience intellectuelle qui puissent avoir un bac professionnel et qui ont des modifications de programme tout au long de leur parcours. Donc, le but, ce n'est pas de faire bloquer l'élève parce qu'il présente une difficulté quelconque. Le but que nous disons, quel est le but de l'éducation? Le but de l'éducation, c'est la socialisation, c'est de permettre à la personne d'être autonome, de manger, de boire, de faire ses achats. C'est le but de l'éducation. On ne peut pas bloquer un élève parce qu'il est dans une matière ou dans une composante cognitive, la personne présente une difficulté donnée. Donc, c'est pour ça que la modification, vraiment, est très importante. Et c'est ce que les enseignants n'acceptent pas. Beaucoup d'enseignants n'acceptent pas la modification. C'est pour ça que j'aimerais que nous, orthophonistes, on puisse vraiment être convaincus de cela. D'accord, merci. Alors, ma deuxième question, c'est au sujet de l'inclusion scolaire elle-même. Donc, au niveau de l'inclusion scolaire elle-même, l'une des objections, pardon, que les spécialistes reçoivent souvent lorsqu'ils implémentent ce type de processus est venant, c'est vrai, des enseignants, mais aussi des parents et d'autres sphères. Et ils disent que, par exemple, c'est vrai que tu as souligné que si la prévalence des TDN est de 15% de la population, il ne faut pas plus de 15% dans une classe. Mais beaucoup disent, et on l'a aussi observé parfois dans les centres ou dans les cabinets, que beaucoup d'enfants, par imitation, vont parfois adopter certains comportements qu'ils observent chez leur père, mais qui présentent un TDN. Et là, on reçoit cette objection courante de la part des parents, même lorsqu'on veut mettre un petit groupe en place pendant les vacances de socialisation, même avec des enfants présentant un trouble, un TDN, mais léger, lorsqu'ils rencontrent un autre enfant, même les parents eux-mêmes, lorsqu'ils rencontrent un autre enfant qui est dans une allure plus sévère, ils ne veulent pas que leur enfant léger soit avec l'enfant sévère. Plus encore pour les enfants tout venant. Donc, comment vous faites, quel conseil, là c'est plus au niveau de l'expérience, comment on fait pour faire face à cette objection? Et qu'est-ce qu'on répond aussi? Parce que c'est vrai, quand un parent vous demande, est-ce que par imitation, mon enfant peut se retrouver à répéter certains sons ou à faire certains cris, l'ayant déjà observé, on a parfois aussi du mal à lui dire non, ça n'existe pas, alors qu'on sait quelque part que c'est un réel danger ou un risque qui existe. Ouais, ce que vous dites, c'est vraiment vérifié. Alors, c'est vraiment vérifié. Et les études ont montré, les études réalisées en France par des auteurs ont montré que dans une classe, les enseignants se comportent en fonction du niveau de la majorité des élèves qui sont dans la classe. C'est-à-dire, si dans une classe, on a la majorité des enfants qui ont un niveau faible, les enseignants vont se comporter, vont enseigner comme ils enseignent qu'aux élèves faibles, ce qui va regresser le niveau des élèves qui sont intelligents. Qui sont... quelques élèves qui sont... C'est pour ça que la théorie, bien le modèle de Rousseau parle de 15%. Là, dans ce cas, il y a 85% des élèves qui sont forts. Et les enseignants vont enseigner comme ils enseignent aux élèves forts. Alors, toujours est-il que quand il y aura plus d'élèves en situation de handicap dans la classe et puis il y aura moins d'élèves en griffe ordinaire, là, ça va baisser le niveau des élèves qui ne présentent pas de difficultés. Et il faut dire toujours que les élèves dans une classe où il y a des enfants présentant les difficultés, il faut se dire que la pédagogie doit être vraiment, l'enseignant doit être formé. Sinon, il y a des élèves et certains élèves qui peuvent avoir un niveau bas. C'est pour ça qu'il faut former les enseignants. Mais ce n'est pas grave. Lorsqu'on est dans une classe où il y a 30 élèves et la majorité n'ont pas de difficulté, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Mais c'est un moment où on constate qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté. Là, les parents ont raison d'enlever leur enfant. Parce que quand il y a plus d'élèves en difficulté dans une classe, l'enseignant a tendance à s'occuper des élèves en difficulté et ça va baisser le niveau des élèves ordinaires. Donc, toujours là-dessus que les parents ont raison lorsqu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté dans la classe. Donc, et nous-mêmes, dans l'école inclusive mise en place par mes collègues, on constate déjà qu'il y a certains parents, lorsqu'ils viennent et puis voient que le trouble d'un enfant est plus important que le trouble de son élève, de son enfant, des fois, il vous appelle, dit que non, qu'il ne veut pas que son enfant reste avec ses enfants, etc., etc. Les parents ont toujours ce comportement. Ça, on ne peut pas vraiment s'en passer. Il faut que nous ayons des mots justes. Et surtout, c'est les résultats qui vont convaincre les parents. À la fin de l'année, si les parents constatent que leurs enfants n'ont pas eu un meilleur résultat parce qu'ils sont dans votre école, dans cette classe, là, ça va leur donner raison. Mais si au-delà du fait qu'il y a un enfant dans la classe, à la fin, les résultats sont bons, les parents seront découragés. Mais ce que tu dis comme c'est une réelle réalité. Pas seulement dans nos pays africains, même dans les pays développés, il y a ces réalités qui persistent. Là, on va prendre peut-être la dernière question hein, parce que bon, Ouais. c'est intéressant, mais il faut s'occuper aussi après pour d'autres choses. Il y avait une question de Comme Aboubakari, tu c'est ça? dis, Ibrahim, Aboubakari? C'est que j'ai un souci de connexion un peu là. Merci à monsieur pour la présentation. J'avais une inquiétude, disons, mon inquiétude se porte sur l'inclusion aussi. Vous me recevez? Oui, oui. Ok. Je parlais de l'inclusion. C'est à quel âge vraiment ou bien à quel moment du développement de l'enfant qu'il faut instaurer ce système d'inclusion? alors, l'inclusion, il faut mettre en place l'inclusion le plus vite possible. Le plus vite possible. Mais, lorsque nous parlons d'inclusion, je vais revenir à cela. Lorsque nous parlons d'inclusion, il faut que les trois éléments soient respectés. Lorsqu'il n'y a pas les trois éléments, il ne faut pas inclure pour inclure. On risque de faire du mal aux enfants. Je m'explique. Des fois, il y a des enfants de 2 ans, par exemple, qui ont un retard de langage. Ou bien 2 ans, 3 ans, qui ont peut-être des taux du spectre autistique. Et dans certains pays, il y a des programmes spécifiques pour les élèves ou les enfants qui ont tout du spectre autistique. Et des fois, il est recommandé que ces enfants aillent dans des institutions spécialisées pour bénéficier d'un programme adapté à leurs troubles et progressivement mettre en place une inclusion scolaire. Alors, pour ces enfants, il y a certains parents qui refusent, qui veulent amener l'enfant dans l'école ordinaire, et on amène l'enfant dans une école ordinaire, et l'enfant bénéficie seulement d'une intégration sociale, c'est-à-dire l'enfant est dans la classe, mais aucune mesure n'est mise en place pour aider l'enfant. Là, ce n'est pas une inclusion scolaire. L'inclusion scolaire, c'est lorsque l'enfant est dans la classe et il y a des mesures particulières qui sont mises en place pour pouvoir l'aider. Mais s'il n'y a pas de mesure particulière qui est mise en place pour pouvoir aider l'enfant, là, on ne parle pas de l'inclusion scolaire, mais on parle de l'intégration sociale. Donc, il faut faire la part des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bien entendu, bien compris. Merci pour la réponse également. Ok, c'était tout mon inquiétude. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une toute dernière. Il y a M. Abalo qui vient de nous rejoindre. Dommage, on arrivait pratiquement à la fin. Bon, merci, monsieur étudiant Emmanuel, pour ce temps qui nous a encore enrichi une fois de plus. Hein. On espère que ces temps d'échange vont continuer sur des sujets aussi intéressants et variés. Voilà.
On se tient au courant pour une nouvelle date. L'idée, c'est de le faire une fois par mois, minimum. Mais voilà, si on a des thèmes qui sont prévus, j'essaie, je cherche partout des thèmes. Mais si vous êtes intéressé, si vous avez des sujets que vous souhaitez partager avec les collègues, vous êtes les bienvenus. Ça va être étudié par l'équipe et on verra comment on organise ça. Voilà. Dernier mot, étudiant, ou ça va? Non, je tiens à vous remercier pour cette initiative. Et puis les débats montrent de l'importance de mettre en place un cadre d'échange sur les sujets importants. Et pour finir, je pense que l'inclusion réellement est vraiment possible. Si nous commençons progressivement, l'État va se lever pour mettre en place des programmes d'inclusion pour que les élèves présentant les TND puissent bénéficier d'une réelle inclusion. Merci à tous et on continue les échanges. Et puis, je vais envoyer les diapositives à ceux qui en font la demande. Merci. Merci à toi. J'ai également réussi à l'enregistrer, donc on verra comment le mettre à disposition. Très bonne soirée et à très bientôt. Au Merci. revoir.